Cher Alain Juppé, merci de votre présence. J'observe que les deux candidats que les sondages désignent comme principaux ont davantage confiance en votre expérience européenne et en votre formulation, j'en dirais autant pour Madame Guigou d'ailleurs, qu'en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils vous ont délégué successivement l'une et l'autre. Ceci me permet de rappeler publiquement ce qu'a fait Guillaume tout à l'heure et peut-être de le glisser à l'oreille de M. Juppé, que nous poursuivrons cet exercice entre les deux tours et que si, comme il est tout à fait possible, les deux candidats qui sont jugés comme principaux par les sondages sont les finalistes du deuxième tour, nous trouverions d'une loyauté républicaine très confortable s'ils pouvaient accepter, nonobstant votre qualité, de venir eux-mêmes. Et on verrait d'ailleurs si la vocation européenne est aussi claire et aussi nette. Mais ça, c'est un exercice intime et un peu particulier auquel nous nous livrons. Monsieur le Premier ministre, il va y avoir 3 séquences dans l'intervention à laquelle je vous remercie d'avoir accepté de participer au nom des organisations de ces États généraux. Le premier exercice va être de répondre à des questions que Guillaume Clossat va vous poser au nom des associations qui ont fait vivre depuis maintenant 3 mois les États généraux dans les régions françaises. La deuxième séquence sera conduite par Éric Israélevitch, notre partenaire co-organisateur, directeur du Monde, ce que nous appellerons le droit de suite. Et puis dans la troisième partie, nous souhaitons que vous rappeliez vos 3 engagements principaux pour l'Europe. Et d'ailleurs, nous vous demanderons de les formuler par écrit et de les répéter peut-être oralement, ce qui fait que nous aurons épuisé nos 30 ou 35 minutes pour lesquelles je vous remercie encore de votre présence, vous, Madame, et vous, Monsieur le Premier ministre. Guillaume Clossat, c'est à toi. Merci Jean-Marie. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à prendre place à la tribune. Donc, comme Jean-Marie vous l'a expliqué, pendant 3 mois, sur tout le territoire national, des associations, des syndicats, des universités ont travaillé pour faire remonter les questions principales que les citoyens français se posent sur leur avenir européen et sur les projets qui seront portés, les engagements qui seront portés en matière européenne à l'occasion du prochain mandat et donc par le futur président de la République. Ces questions, vous allez le voir, sont des questions essentielles puisqu'elles touchent au cœur même, au sens même du projet européen et elles nous interpellent quant à notre avenir commun. Et la première question est celui du sens du projet européen. Après la paix, après la prospérité qui ont été au cœur des 60 dernières années, quelle est pour vous, quelle est pour Nicolas Sarkozy la prochaine étape du projet européen? Je voudrais d'abord vous dire que je ne partage naturellement pas l'interprétation qu'a donnée Jean-Marie Cavada de ma présence ici. Je laisse Mme Guigou le soin de rectifier éventuellement le tir, et il y a des emplois du temps un peu chargés par les temps qui courent. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Je n'ai pas pu arriver plus tôt parce que j'étais à Copenhague pour le Gimnich, cet exercice que connaît Elisabeth Guigou, et qui consiste à réunir de manière informelle les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union. Nous sommes désormais 28. Après la paix et la prospérité, pour répondre à votre question, eh bien, je répondrai la paix et la prospérité. Parce que ces deux objectifs qui sont au fondement même de la construction européenne me semble plus actuel que jamais. Nous vivons dans un monde radicalement nouveau, il n'est pas développé, il est global, il est multipolaire, il est instable et imprévisible, il est donc dangereux. L'Europe n'est plus le centre de ce monde, de ce nouveau monde, et nous vivons mal ce relatif déclin. Eh bien, si nous ne réagissons pas, cet acquis qui a été la paix et la prospérité au long des décennies risque d'être remis en cause. Et l'explosion de la zone euro, tout particulièrement, aurait signifié, si nous l'avions laissé faire, pour moi, la ruine, purement et simplement, de la construction européenne. Il suffit de voir monter les nationalismes, parfois même la germanophobie, pour se rendre compte que rien n'est jamais acquis, même sur le continent européen. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Vous savez que l'Eurobaromètre publie très régulièrement des études, des enquêtes. 76% des Français pensent que la construction européenne garantit la paix et la sécurité.
66 qu'elle nous rend plus forts face au reste du monde, et 54 qu'elle contribue à la prospérité de la France. On retrouve les mots paix et prospérité comme des soucis majeurs de nos concitoyens ou des attentes majeures de nos concitoyens face à la construction européenne. Alors ce rapide diagnostic étant fait, quelles sont selon moi les priorités pour faire en sorte que l'Union européenne continue à nous garantir la paix et la prospérité? Première priorité, soutenir la croissance des économies européennes, mais comme j'ai préparé ma venue ici et que j'ai lu vos questions, j'y répondrai un peu plus tard, c'est l'objet je crois de la deuxième question. Deuxième priorité, mieux défendre les intérêts de l'Union dans le monde, et je voudrais insister sur l'une des priorités de Nicolas Sarkozy, qui est de faire évoluer la philosophie générale de l'Union, qui a été bâtie sur la recherche de la concurrence pure et parfaite, pour y introduire le souci de la réciprocité. Et nous sommes en train d'essayer de convaincre nos partenaires qu'en matière d'échanges commerciaux en particulier, nous devons faire prévaloir davantage ce souci de réciprocité. Le commissaire Barnier a été chargé de mettre au point un instrument, justement, qui s'applique à l'accès au marché public, qui s'applique à la prise en compte des normes sociales et environnementales, ou encore au respect de la propriété intellectuelle. Troisième priorité, donc la croissance, la réciprocité. Troisième priorité, stabiliser notre voisinage. Si nous voulons que l'Europe soit une zone de paix et de prospérité, il faut que nous nous intéressions davantage à ce qui se passe autour de nous. Nous avons pour cela une politique, un instrument financier qui s'appelle l'instrument de voisinage. Il concerne l'Est, partenariat oriental. Je voudrais insister sur le Sud. Et la France demande que les 2/3 de cet instrument de voisinage soient consacrés à la Méditerranée, le tiers au partenariat oriental, parce que ce qui se passe dans la Méditerranée est absolument crucial pour notre avenir, pour notre paix et pour notre prospérité. J'arrive du Maroc. J'étais il y a peu de temps en Tunisie, on voit les printemps arabes se développer. Il faut que nous ne changions pas une fois de plus d'avis, comme nous le faisons souvent. Il ne faut pas que nous regrettions ce que nous avons fait en soutenant ces printemps arabes. Il faut les aider à réussir. C'est donc la relance de l'Union pour la Méditerranée, c'est la mise en œuvre du partenariat de Deauville, c'est également l'amélioration du fonctionnement de Schengen, qui est une de nos priorités, de façon que le contrôle aux frontières extérieures de Schengen fonctionne. Juste, j'espère ne pas être trop long, mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé au Maroc, je discutais avec mon homologue et on parlait d'immigration. Vous imaginez que c'est un sujet sensible entre la France et le Maroc. Quelle n'a pas été ma surprise de l'entendre dire « Nous avons un problème avec l'immigration ». Parce que nous accueillons des centaines de milliers d'immigrés qui viennent du sud, du Sahel et du Sahara, et ça nous pose des difficultés. Je lui ai dit, voyez mon cher collègue, combien nous pouvons nous comprendre sur cette problématique qui nous est commune. Enfin, quatrième priorité, pour répondre à cette première question, faire de l'Union européenne un acteur sur la scène internationale, un acteur à part entière. Je disais ce matin à Copenhague que nous ne pouvons pas nous contenter d'être un guichet ou un distributeur d'aide de tous ordres. Il faut faire entendre la voix de l'Union européenne sur la scène mondiale, et je dois dire que la haute représentante ne s'y prend pas si mal, et nous ne devons pas non plus nous contenter du soft power, comme il est à la mode de dire. Nous devons nous donner aussi des instruments pour être entendus dans le monde, et je pense en particulier à la politique de sécurité et de défense commune. J'ai lu récemment dans la presse que le candidat socialiste regrettait qu'on n'ait rien fait dans ce domaine et qu'il s'apprêtait à la relancer. Je pense que c'est une mauvaise connaissance de ce qui s'est passé. Nous avons eu au mois de décembre dernier une réunion très importante où nous avons pris 3 décisions majeures pour la relance de la politique de sécurité et de défense commune, l'activation d'un centre d'opération européen, le lancement de 11 projets de mutualisation de nos capacités dans le cadre de l'Agence européenne de défense, et enfin le lancement de nouvelles opérations de PSDC, dont l'une dans le Sahel et l'autre sur la Corne de l'Afrique. L'Europe, ça doit aussi être ça. J'utilise parfois une expression que mon ami Hubert Védrine me reproche toujours d'utiliser parce qu'il considère qu'elle est très théorique et qu'elle ne correspond à rien. C'est l'Europe puissance. Je n'en démords pas. Pour donner du sens à l'Europe, il faut aussi faire en sorte qu'elle soit au moins un pôle d'influence dans ce monde multipolaire que j'évoquais en commençant. Alors, deuxième question qui est remontée. Beaucoup de nos concitoyens sont inquiets de notre capacité européenne à sortir de la crise. Ils comprennent qu'il y a un traité budgétaire,
mais ils comprennent que ce sera largement insuffisant pour recréer les conditions d'une croissance durable et forte, avec un potentiel de croissance qui avoisine zéro pour les décennies à venir. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre analyse de la situation et comment recréer les conditions d'une véritable croissance durable en Europe au-delà du simple traité budgétaire? Et tout ça, c'est pour 5 questions en 15 minutes. Hein. Très exactement. Donc je vais essayer. Vous avez 3 minutes pour celle-là. Je vais essayer de simplifier un petit peu. Vous me le pardonnerez si ça vous paraît un petit peu simpliste. On connaît D'abord, vos le qualités de synthèse, potentiel de croissance 0% pour la prochaine décennie. Pardon, hein, j'ai pas lu ça. Hein, c'est particulièrement pessimiste. Pour sortir de la crise, moi, je répondrai très brutalement. La première priorité pour moi, elle est claire, c'est appliquer le plus vite possible et sans retour en arrière les 2 traités que nous venons de signer. Parce que ces 2 traités sont des acquis absolument fondamentaux. D'abord, le traité qui crée le mécanisme européen de stabilité, que le Parlement français a ratifié et qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2013. C'est enfin ce qui n'existait pas dans le traité de Maastricht, ce que nous avions eu le tort de ne pas inscrire dans le traité de Maastricht, c'est, comme disent les spécialistes, le pare-feu, le Fonds monétaire européen qui permettra d'éviter ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans. C'est 500 milliards d'euros dans un premier temps, avec la possibilité de porter cette capacité de prêt à 700 ou 750 milliards d'euros dans les prochains mois. C'est le pare-feu attendu. D'ailleurs, on voit que les marchés se calment et que les taux se détendent. Si, en parallèle, les pays en difficulté arrivent à mettre en œuvre les programmes qu'on leur a demandé de mettre en œuvre, qui sont douloureux, qui sont difficiles, en Grèce, en Espagne ou ailleurs. Mais s'ils y parviennent, avec ce traité Fonds monétaire européen, je pense que la crise de la dette souveraine peut se calmer. Je voudrais saluer l'accord qui a été réalisé par les créanciers privés avec la Grèce, et qui est le résultat du plan qui a été négocié très ardemment par Nicolas Sarkozy et par Angela Merkel. Le deuxième traité, c'est le traité qu'on appelle désormais dans le jargon européen SCG, Stabilité, Coordination, Gouvernance à 25. Et là encore, je voudrais dire que contrairement à ce qu'affirme le candidat du Parti Socialiste, j'essaierai de ne pas être polémique, mais enfin il y a des choses qu'il faut dire quand même, tant qu'il me l'a dit à la télévision dans une émission que je n'ai pas oubliée, ce traité comporte 3 volets, et pas 1. 3 volets. Un volet qui est le pacte de stabilité budgétaire, avec notamment la règle d'or. Je n'explique pas ici ce dont il s'agit. Règle d'or qui est tout simplement l'expression du bon sens le plus immédiat, qui fait qu'on ne peut pas dépenser longtemps beaucoup plus qu'on ne gagne. Il comporte ensuite un volet gouvernance, qui est un succès pour la France, car il y a encore 2 ans, l'Allemagne ne voulait pas entendre parler de gouvernement économique. Il y aura désormais des sommets réguliers de la zone euro, un président de la zone euro qui a été élu, M. Van Rompuy, et une meilleure association des parlements nationaux et du Parlement européen au fonctionnement de la zone euro. Enfin, il comporte un 3e volet, qui est le titre 4 de ce traité, qui existe donc bien dans le traité, qui est le volet croissance. Donc, première priorité, mettre en œuvre ces traités, ne pas les remettre en cause. Je suis persuadé que leur remise en cause provoquerait immédiatement des turbulences sur les marchés européens. Et je citerai pour une fois, mais enfin ça m'arrive de plus en plus souvent parce qu'il évolue dans la bonne direction, je citerai Daniel Cohn-Bendit qui a estimé, oui, c'est plus le Daniel Rouge de 1968, loin de là, il a exprimé que l'abstention du groupe socialiste à l'Assemblée nationale sur le traité mécanisme européen de stabilité était une bourde historique. Deuxième priorité, toujours dans cette question sur la croissance, enfin, ou sur la situation économique de la zone euro, mettre en œuvre, très rapidement là aussi, les mesures concrètes pour la croissance qui sont sur la table. Parce qu'on y a travaillé. Il y a eu des propositions là-dessus. Je les énumère très rapidement. Le 2 mars, il a été décidé, en principe, c'est pour ça que maintenant il faut passer à l'acte, d'abord de réorienter les fonds structurels vers l'emploi, qu'il s'agisse de la formation, de l'apprentissage, de l'emploi des seniors, de soutenir les PME en demandant à la Banque européenne d'investissement d'investir précisément, de soutenir les technologies clés comme les nanotechnologies ou les biotechnologies qui pourront renforcer la base industrielle européenne, et enfin, une opération pilote, à laquelle je tiens, vous allez voir pourquoi, qui est celle des emprunts obligataires garantis par le budget de l'Union européenne pour aider au financement de projets d'infrastructures
dans les télécoms, dans l'énergie, dans les transports. C'est ce qu'on appelle les Euro Project Bonds. Je vois Jean-Marie Cavada sourire. Ça n'a rien à voir avec les Euro Bonds destinés à financer la dette européenne. Ça a à voir avec le programme des investissements d'avenir, façon Rocard-Juppé. C'est très exactement emprunter 35 milliards d'euros, comme nous l'avons fait au plan national, pour financer, sur la base de décisions de jurys internationaux impartiaux, des projets qui préparent l'avenir dans des secteurs d'investissement majeurs. Enfin, troisième point, et là aussi je suis obligé de condenser, mais je l'ai déjà dit, troisième priorité, après la mise en œuvre des traités, après la mise en œuvre d'une véritable stratégie de croissance et de soutien à l'investissement, bien sûr, la mise en œuvre du principe de réciprocité dans les négociations commerciales. Je pense que c'est absolument indispensable pour le renforcement de la base industrielle européenne. Alors, sachez que vous avez été entendu par Daniel Cohn-Bendit parce que j'ai vu le co-signataire de la tribune dans Le Monde de l'article, qui s'appelle Shane Valley, qui est là et qui a fait un grand sourire. Donc je pense que ça ira directement à Daniel Cohn-Bendit. Pardon de ne pas vous avoir cité, il n'était pas seul signataire, c'est vrai. Alors, mais j'ai juste, pour revenir sur ce sujet, une question. Vous avez dit, si la Grèce y arrive, imaginons qu'elle fasse tous ses efforts et qu'elle n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi, on me demande en permanence de me situer dans les scénarios catastrophes. Vous l'avez évoqué vous-même. Imaginons par exemple que Nicolas Sarkozy ne soit pas élu, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout est possible. Donc, tout est possible. Moi, je préfère me placer dans des scénarios positifs. Je pense qu'on va aider la Grèce à s'en sortir et que la Grèce peut s'en sortir. Alors, question suivante, mais ça m'amène à me référer à des propos que vous avez eus et que le président de la République a eus. Vous avez parlé vous-même de nécessité d'une fédération européenne et lors d'une intervention auprès de jeunes, je crois, à Strasbourg, le président de la République a utilisé les mêmes mots. Alors, quel mode d'organisation et de gouvernance pour l'Europe de demain? Dans les ateliers que nous avons faits sur tout le territoire, beaucoup ont un doute sur la capacité de l'intergouvernementalisme à être la seule solution pour décider en Europe. Madame Merkel a fait une proposition pour une fédération européenne. Je pense qu'Éric Israélevitch va revenir, puisque c'était dans ses colonnes. Quelle est votre vision à vous? Quelle est la vision et les engagements de Nicolas Sarkozy sur ce sujet? Je pense d'abord qu'il est urgent, mais bon, on peut penser différemment, y compris chez nos partenaires, de ne pas réouvrir le débat institutionnel. Je voudrais rappeler quand même que c'est grâce à Nicolas Sarkozy et à ce qu'on a appelé à l'époque le traité simplifié qu'on est sorti du blocage qui avait été provoqué par le refus de la France de ratifier la Constitution et également des Pays-Bas, et qu'on a pu mettre en place le traité de Lisbonne. Ce traité de Lisbonne, il n'est pas parfait, mais il constitue une boîte à outils qui fonctionne. Et si on s'en sert correctement, ça peut marcher. Je sais bien que ça n'a pas simplifié tout ce qui aurait dû être simplifié. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette anecdote, mais vous savez qu'André Kissinger s'est rendu célèbre en disant « Mais quel est le numéro de téléphone de l'Europe ?» Alors, il paraît que maintenant, le gag a évolué, on fait le numéro de téléphone de l'Europe, et alors on entend au bout du fil, pour le président de la Commission, taper 1, pour le président du Conseil européen, taper 2, pour la haute représentante, taper 3, j'en oublie 1, il faut taper 4 pour autre chose. Donc on n'a pas absolument tout simplifié, mais c'est quand même une bonne boîte à outils. Il faut néanmoins préparer l'Europe dans 10 ans ou 15 ans, et cette Europe de dans 10 ans ou 15 ans, elle sera à 30 ou 35 membres. Le 28e membre arrivera le 1er juillet 2013, c'est la Croatie. Il est déjà observateur autour de la table. Nous avons donné à la Serbie le statut de candidat à l'adhésion et il est évident que les pays des Balkans ont vocation à entrer dans l'Union européenne. Ce sera un élément de pacification du cœur du continent européen. Et il est probable que dans cette Europe à 30 ou 35, tous les États ne pourront pas ou ne voudront pas avancer du même pas. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que nous devons aller, c'est l'idée de Nicolas Sarkozy, vers une zone euro plus intégrée, évoluant vers une forme, je ne sais pas si le mot convient, de fédéralisme budgétaire et fiscal. J'ai utilisé ce mot de fédéralisme. Il faut dire qu'il a des sens très divers. Dans un pays unitaire comme la France, le fédéralisme, c'est le transfert de la souveraineté à Bruxelles. Dans un pays fédéral comme l'Allemagne, le fédéralisme, c'est la décentralisation des responsabilités dans les Länder. Donc vous voyez qu'il est un peu difficile de se mettre d'accord sur les mots. Mais disons une Europe plus intégrée sur le plan budgétaire et fiscal. Et de ce point de vue, il y a un projet qui est emblématique, qui est la volonté de la France et de l'Allemagne de se mettre d'accord pour avoir le même impôt sur les sociétés. Lors
lors du dernier sommet franco-allemand, un livre vert a été établi par les deux ministres des Finances et nous nous sommes fixés pour objectif de créer cet impôt unifié l'année prochaine. Donc, cette zone intégrée, cette zone euro plus intégrée, et c'est là alors qu'au terme de l'intégration, on pourra peut-être voir apparaître des eurobonds lorsqu'il y aura eu une convergence suffisante entre nos politiques. Et puis, à côté de cette zone intégrée, où parfois la recoupant des coopérations renforcées et structurées comme le prévoit le traité, c'est l'espace Schengen dont il faut améliorer le fonctionnement, c'est la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune, qui ne peut pas concerner les 35 et sur laquelle une coopération structurée serait la bienvenue. Et autour de cela, un cercle large du marché intérieur, de l'union douanière, des politiques communes, de la concurrence, de l'énergie ou de la politique agricole commune. Voilà le schéma. Il est difficile à mettre en œuvre, je le reconnais bien volontiers, parce que chaque fois qu'on veut faire une coopération structurée ou une coopération renforcée, c'est compliqué, et tout le monde veut en être, mais je pense que le sens de l'histoire européenne ira dans cette direction, avec de l'intergouvernemental, mais aussi avec un renforcement des pouvoirs de la Commission dans certains domaines. Je vais vous poser Je ne veux pas être doloriste. Une question sur ce sujet. Enfin, c'est un peu, la fédération d'États-nations. Moi, j'avais toujours aimé cette expression. Et il y a longtemps que je l'ai faite, mais ce qui prouve qu'il peut y avoir des choses qui surmontent les clivages politiques. Enfin, en ce moment, c'est difficile. Mais... Alors, Madame Guigou en a parlé en disant que ça passait aussi par une Commission européenne renforcée et un Parlement européen qui pouvait avoir le droit d'initiative. Oui, bien entendu, mais le Parlement européen a été considérablement renforcé dans le traité de Lisbonne. Il est aujourd'hui quasiment dans tous les domaines, Jean-Marie Cavada le parlera mieux que moi, en situation de codécision. Son rôle est renforcé dans le traité sur la stabilité et la coordination en Europe, et le rôle de la Commission dans les processus de contrôle de la convergence budgétaire a été également renforcé, puisque c'est la Commission qui peut prendre des sanctions qui s'imposent quasi automatiquement, sauf majorité qualifiée inversée. Ça veut dire qu'il faut une majorité pour dire non, et non pas pour approuver, ce qui est des majorités qualifiées, ce qui donc rend la Commission beaucoup plus puissante, d'une certaine manière, dans le respect de la discipline budgétaire. Donc il n'y a pas forcément incompatibilité entre une zone euro dont le Conseil est intergouvernemental et puis une Commission qui joue son rôle pleinement. Alors il nous reste 2 minutes pour les 2 dernières questions. La première, c'est comment renforcer le sentiment européen chez nos concitoyens. Et on l'a vu dans le sondage du Monde, il y a une sorte de crise, en tout cas de doute, qui n'existait pas, par exemple, il y a 3 ans sous présidence française. Alors comment faire comme j'ai 3 minutes par tous les moyens, donc... Deux. Non, j'ai vu dans ce sondage-là, les Français considèrent qu'ils sont assez peu informés, ils considèrent que les hommes politiques devraient parler davantage de l'Union européenne, mais que les médias devraient en parler aussi davantage. Voilà. Donc, 2 idées, si vous voulez. D'abord, faire entrer, je crois que le règlement correspondant devrait être effectif au 1er avril prochain, l'initiative citoyenne qui a été créée par le traité de Lisbonne, si je ne me trompe. Alors, certes, ça paraît un peu lourd, 1 million de signatures, mais 1 million de signatures sur 500 millions d'habitants, c'est 0, je ne sais plus combien, %. Et d'autre part, valoriser les actions concrètes, Erasmus, le GPS européen, la carte européenne d'assurance maladie en vacances, la réduction des tarifs d'itinérance pour les téléphones mobiles, tout ce qui peut rendre l'Europe concrète, quotidienne, utile, favorisera cette appropriation de l'Europe par les concitoyens. J'ajoute aussi que la coopération décentralisée est un vecteur très fort de renforcement des liens humains entre les peuples européens. Alors, je vois que vous avez lu le sondage du Monde. Dans le sondage du Monde, et ça m'amène à la dernière question, quel est l'avenir de la relation franco-allemande? On voit que les Français souhaitent une France qui soit plus collaborative, avec peut-être une relation franco-allemande qui soit plus si centrale. Alors, comment la voyez-vous? Centrale. Je pense que l'Europe n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la réconciliation, puis l'entente franco-allemande qui s'est concrétisée, quels que soient les présidents et quels que soient les chanceliers.
Elle n'est pas spontanée, elle n'est pas automatique, il y a souvent des divergences d'intérêts entre nous, et c'est tout à fait normal, mais il y a une volonté de rapprocher les points de vue et de bâtir quelque chose ensemble. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui peut affaiblir cette entente franco-allemande me semble aller à l'encontre de la construction européenne. Je trouve que cette espèce d'obsession ou de hantise du diktat allemand est le contraire de ce qu'il faut faire. Il n'y a jamais eu de diktat allemand. Nous nous sommes inspirés d'un certain nombre de choses qui sont bonnes en Allemagne, notamment des réformes de structure, mais lors du dernier entretien entre Mme Merkel et le président Sarkozy auquel j'ai assisté, Mme Merkel disait « Je vais t'envoyer mon ministre des Affaires sociales parce que je veux m'inspirer de la politique familiale de la France ». L'Allemagne a un problème démographique que vous connaissez. Vous avez, vous, une politique familiale qui est excellente, que nous n'avons pas, nous, et donc on va s'inspirer. Donc voilà, enrichissons-nous mutuellement et essayons d'aller de l'avant. Il faut mettre en pratique les 80 initiatives de l'agenda France-Allemagne de 2020. Il faut assurer la convergence fiscale, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il faut préparer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, qui aura lieu le 22 janvier 2013. Nous sommes en train d'y travailler et ce doit être l'occasion de prendre des initiatives nouvelles pour renforcer cette union entre la France et l'Allemagne qui est absolument cruciale et déterminante. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alain Juppé, je vous invite à rejoindre Éric Israelevich. Alain Juppé, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir représenter Nicolas Sarkozy et de plaider la cause européenne. Alain Juppé, vous avez dit qu'il ne faut pas réouvrir le débat institutionnel. Angela Merkel a fait des propositions en matière d'union politique, préconisant notamment un renforcement du pouvoir des institutions communautaires, préconisant dans un certain nombre de domaines des initiatives en faveur d'une union politique. Est-ce que, quand vous dites qu'il ne faut pas réouvrir le débat institutionnel, c'est une manière de dire ne nous engageons pas dans ce type de débat? Ce n'est pas exactement ce que je dis, les débats sont toujours bons. Et débattre de la question de savoir comment renforcer l'Union, c'est un débat qu'il ne faut pas éluder. On ne va pas entrer dans le détail, mais le ministre allemand organise dans quelques semaines une séance de brainstorming justement sur ce sujet, et j'y serai naturellement. Est-ce que ceci doit conduire, dans un délai rapproché, à remettre sur le métier un nouveau traité? C'est là que je dis que ça ne me paraît pas absolument prioritaire. En même temps, je suppose que cette proposition allemande traduit l'évolution du débat en Allemagne, où finalement on débat beaucoup de l'Europe, de la construction européenne, où finalement une orientation plus fédéraliste est en train de monter. Est-ce que ça n'est pas l'occasion, en France, de répondre à cette nouvelle préoccupation? Je dirais que ce qui vient de se passer sur la Grèce, je veux dire, 22 mois, enfin on a eu des débats toute la journée sur ces sujets, ça fait 22 mois que l'Europe est embourbée par ce problème grec. On ne peut pas dire que le président Nicolas Sarkozy ne se soit pas engagé sur ce dossier, mais on est toujours, vous avez dit, si ce plan marche, donc on en est toujours interrogatif. Donc ça veut bien dire que ce système-là ne permet pas de régler ce type de crise. Alors, il y a non, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui préexistait qui ne permettait pas de régler ce type de crise. Et le traité de Maastricht, là-dessus, a été gravement déficient. On a mis en place une monnaie unique sans prévoir aucun mécanisme de gouvernance de ce traité. Alors, tant que ça a bien marché, il n'y a pas eu de problème. Et puis, lorsque on est entré en phase de crise, j'aurais quand même rappelé que l'origine de toutes ces crises, même si elles sont diverses, complexes, etc., l'origine, elle est aux États-Unis. La crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, la mise en cause du système bancaire, le risque d'effondrement du système financier, et avec les choses en cascade, elles viennent. C'est vrai qu'il y a une crise spécifique européenne qui est la crise de la dette souveraine, je ne le nie pas, et les mécanismes permettant d'y faire face n'existaient pas. Quel progrès on a fait depuis le premier plan d'aide à la Grèce? On s'est beaucoup moqué de ces succès, de ces sommets successifs. Oui, mais ils ont abouti à un résultat. Et j'aurais bien. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les deux traités qui ont été signés nous donnent les moyens de combler les carences qui existaient. Si j'ai mis, non pas un doute, mais une interrogation sur le cas de la Grèce,
C'est parce qu'elle doit maintenant mettre en place des mesures nationales qui sont extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Il faut les y aider. Nous les y aidons. Je voudrais rappeler quand même qu'au-delà de l'effort de soutien de caractère financier, nous donnons, je crois que c'est 5,6 milliards d'euros de subventions chaque année à la Grèce dans le cadre des fonds de cohésion pour lui permettre de se sortir de la crise, pas simplement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de sa croissance économique. Angela Merkel propose un plan d'union politique. Il y a 12 chefs d'État et de gouvernement européens qui ont également proposé que l'Europe se préoccupe davantage de croissance. Alors vous avez dit que dans les traités, la croissance était réglée, la question de la croissance était évoquée. Il n'y a pas que François Hollande qui s'inquiète d'un risque d'une austérité cumulative dans l'ensemble de la zone euro. Écoutez, moi j'ai dit il y a bien longtemps que la seule façon de rétablir durablement les équilibres budgétaires, c'était de faire de la croissance. On le sait très bien. Quand on est en situation de crise, il faut couper dans les dépenses, il faut augmenter les recettes, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais si on se complaît dans la stagnation, voire dans la récession, on ne redresse pas les budgets. Et donc il y a un moment où il faut sortir de cette période d'austérité pour aller vers plus de croissance. Je ne veux pas reprendre des exemples historiques, mais j'en ai quelques-uns en tête qui illustrent parfaitement ce propos. Je reviens sur ce que vous disiez. Il n'y a pas de divergence entre les 12 et d'autres pays qui ne s'intéresseraient pas à la croissance. La lettre des 12 est très intéressante parce qu'elle nous ramène à des clivages anciens. Merkel et Sarkozy ont fait des propositions pour la croissance, qui sont des propositions que je qualifierais de volontaristes, qui reposent sur un investissement accru de la Banque européenne d'investissement, sur les Euro Project Bonds. Que font les 12 ? Inspirés sans doute par l'ancien commissaire à la concurrence. Ils proposent un plan qui est d'inspiration profondément libérale. Leur réponse à eux pour relancer la croissance, c'est l'accès au marché. Voilà, on voit réapparaître ce clivage un peu traditionnel, mais on ne peut pas laisser dire que d'un côté, il y aurait des gens préoccupés de croissance et d'autres qui ne le seraient pas. Sans doute faut-il faire les deux. Je pense que l'ouverture des marchés, à condition qu'il y ait cette réciprocité que j'évoquais, peut être un facteur de croissance, mais je pense aussi qu'il faut des initiatives plus volontaristes pour financer des projets d'infrastructure ou des projets de développement. Alors, vous avez évoqué également en matière de politique, stratégie économique, une remise en cause de la politique de la concurrence, si j'ai bien compris. Non. J'ai pas mis remise en cause de la politique. J'ai dit que la concurrence ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Et que, par exemple, s'attaquer systématiquement à la constitution de pôles européens industriels, sous prétexte qu'ils sont en situation dominante dans l'Hexagone, n'est pas une approche cohérente avec le monde global. Il faut aujourd'hui apprécier les positions dominantes à l'échelle du monde, pas à l'échelle des pays européens. Et deuxièmement, je dis que dans cette politique de la concurrence, dans cette politique de l'ouverture des échanges, qui reste un objectif que nous partageons pleinement, il faut introduire la notion de réciprocité. La Chine aujourd'hui n'est plus un pays sous-développé, la Chine est un pays émergé. Il faut qu'avec la Chine, ou avec le Japon d'ailleurs, lorsque nous ouvrons nos marchés publics, et je suis favorable à ce qu'on ouvre nos marchés publics, donc je suis pour la concurrence, je pense qu'il faut demander au Japon, à la Chine et à d'autres d'ouvrir aussi leurs marchés publics. Donc l'idée, ce serait d'avoir une taxe de réciprocité aux frontières de l'Europe pour les pays qui ne respectent pas ces principes de réciprocité. Pas forcément une taxe de réciprocité. Ça veut dire que dans les accords négociés, il faut des engagements de la part de ceux qui signent avec nous des accords de faire la même chose que ceux que nous faisons. Et en particulier, j'ai signalé l'accès au marché public. Je pourrais signaler la propriété intellectuelle. On sait que même dans la production du vin de Bordeaux, la propriété intellectuelle n'est pas toujours respectée. On voit circuler des bouteilles de Château Lafite qui ne viennent pas du Bordelais. Donc voilà, la contrefaçon, c'est quelque chose qui n'est pas de la concurrence, qui n'est pas bien. Sur l'efficacité de ce système institutionnel européen, et la taxe sur les transactions financières, on le voit, on a du mal, la France... Nicolas Sarkozy n'a encore hésité à s'engager fortement, mais on a du mal à l'imposer à l'ensemble de l'Europe. La taxe sur le transport aérien, elle est menacée, on le voit aujourd'hui avec ce débat justement avec la Chine sur les Airbus. Donc est-ce que là encore, il n'y a pas une faille dans le dispositif ? Non, c'est un combat. Ce n'est pas une faille dans le dispositif. Les choses se situent à deux niveaux. La taxe sur les transactions financières, elle n'a pas été encore mise en œuvre par l'Union européenne. Elle va l'être. Je voudrais quand même vous rappeler que la Commission européenne a fait une proposition en ce sens et qu'un grand nombre de pays, dont l'Allemagne, dont l'Espagne, dont l'Italie, ont dit « OK, on va le faire ». La France a simplement pris les devants. Je ne voudrais pas
minimiser l'importance de ce qu'on a fait, mais enfin, c'est pas fondamentalement différent de la taxe sur, comment on appelle, de l'impôt de bourse britannique. Hein. Donc c'est une première étape et nous souhaitons aller plus loin dans le cadre européen. La taxe sur les émissions dans les liaisons aériennes, c'est tout à fait différent. Elle a été adoptée par l'Union européenne. C'est un système qui a été validé par les 27, qui a reçu le feu vert de la Cour européenne de justice, qui l'a considéré comme parfaitement compatible avec le droit international. Et aujourd'hui, on a une partie de bras de fer avec ceux qui ne veulent pas l'appliquer. Et c'est très caractéristique de ce que je disais. Il faut sortir de la naïveté et entrer dans une ère où la réciprocité s'impose. Alors on va trouver des solutions. Est-ce que l'Europe va être unie sur ce genre de sujet ? Je pense, on va discuter. Il y a dans le système européen des mécanismes qui permettent de trouver des compromis. Si des pays qui ne veulent pas appliquer ce paiement là, des émissions qui dépassent un certain seuil, et s'ils prennent des mesures équivalentes, il est prévu dans le système européen qu'on peut en tenir compte et qu'ils peuvent être exonérés du rachat des émissions. Donc vous voyez qu'il y a une marge de souplesse et une marge de négociation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on assiste un peu à un détricotage progressif des politiques communautaires dans différents domaines? On a amorcé un peu sur l'agriculture, on l'a sur Schengen, on l'a sur... il y a une remise en cause un peu des progrès qui avaient été faits en matière communautaire. Non, je n'ai pas ce sentiment. Nous nous battons, c'est vrai, avec quelques alliés, pour faire en sorte que la politique agricole commune soit maintenue. Et nous avons, pour l'instant, je pense, dans le cadre des perspectives financières des 4 ou 5 prochaines années, obtenu que le niveau de la politique agricole commune soit stabilisé au niveau qu'il a atteint en 2013. Et ce serait une erreur stratégique que de sacrifier l'agriculture européenne. C'est pas la peine de le développer. Quant à Schengen, notre intention, ce n'est pas du tout de remettre en cause Schengen. Nous constatons aujourd'hui que ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Il y a à la frontière extérieure de Schengen des choses qui ne marchent pas bien. Il y a de véritables passoires, il n'y a pas de contrôle. Donc nous demandons que Frontex, dont c'est le métier, fonctionne, qu'il y ait effectivement de contrôle. Je dirais même l'inverse, sans caresser le paradoxe. Je pense que c'est pour sauver Schengen qu'on veut faire en sorte que Schengen fonctionne et ne devienne pas une passoire, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il disparaîtra de sa belle mort, sans qu'on ait besoin de lui porter le coup final. Comment vous réagissez au sondage que nous avons publié, que vous avez évoqué, qui confirme finalement un certain doute, un certain scepticisme, un certain désamour avec l'Europe, qui confirme aussi que beaucoup de Français souhaitent justement une renationalisation d'un certain nombre de politiques? C'est vraiment curieux de voir comment on peut lire les sondages avec des lunettes très différentes. Voilà. Il y a un autre sondage, alors c'est peut-être pas le même, Eurobaromètre, qui montre qu'il y a en France encore une adhésion absolument majoritaire à 75% à la construction européenne. Les Français considèrent que c'est l'Europe qui va les préserver, que c'est l'Europe qui est la réponse à un certain nombre de problèmes. Et même dans le sondage de celui-ci, il y a une appréciation très positive de ce que peut apporter l'Europe. Alors, il y a plus de scepticisme sur ce qu'elle est réellement, ou sur la compréhension de ce qu'elle est, mais sur l'idée européenne elle-même, à savoir que c'est l'Europe qui doit nous préserver notre protection sociale, qui doit préserver, etc. Enfin, il y a tous les items que vous connaissez, il y a des majorités extrêmement fortes. Donc moi, je pense que l'idée européenne est encore puissamment populaire dans l'opinion française, comme elle l'est d'ailleurs dans beaucoup de pays européens. Alors, c'est vrai que c'est pas unanime. C'est vrai qu'il y a 30% de l'opinion française qui, paraît-il, s'apprête à voter pour des partis qui préconisent la sortie de l'Europe et de l'euro. Et ça, je pense que c'est un enjeu fondamental de la prochaine élection présidentielle. Voilà, que chacun se positionne clairement. Il y a ceux qui n'en veulent plus, et puis il y a ceux qui disent aux Français, si nous ne poursuivons pas dans cette voie, nous allons vers l'abaissement, vers le déclin, vers l'isolement. Et c'est un vrai choix de société, ça. Au début de votre intervention, vous avez dit un peu discrètement que finalement, l'idée de fédération d'État-nation de Jacques Delors, vous n'y étiez pas tellement éloigné, vous personnellement. Vous n'êtes pas un peu fédéraliste ? Oh non, parce que Jacques Delors a eu le génie de dire tout et son contraire dans cette formule. Fédération, État-nation. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle séduit très largement, parce qu'on peut y trouver ce qu'on veut. Mais je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'on peut aller un coup plus loin dans l'intégration économique, dans l'intégration fiscale, dans l'intégration budgétaire, sans pour autant faire disparaître les identités nationales auxquelles tous les peuples européens sont attachés. Je crois qu'on peut concilier les deux. C'est pas du cartésianisme absolu, je le reconnais bien volontiers, mais c'est peut-être du pragmatisme. Et quand vous dites qu'on peut aller un peu plus loin, c'est votre conviction à vous? Vous pensez qu'elle est partagée par Nicolas Sarkozy, le candidat?
Ah bah oui, puisque D'accord. je parle pour lui. Là, donc, Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Alain Juppé. Merci Eric. Nous arrivons à la fin de cette audition présidentielle, pas de la journée. Alors, je voulais juste vous rappeler, Alain Juppé, que donc, Nicolas Sarkozy est invité à un dialogue avec l'ensemble des associations de la société civile, qu'il y aura des États généraux, deuxième tour, et donc il est invité s'il est présent au deuxième tour, et que dans la dynamique des États généraux, et si vous êtes intéressé à la réflexion sur le fédéralisme, il y aura les assises du fédéralisme à l'automne. Et maintenant, je vous invite, et je vais demander que le livre vienne tout de suite, le grand livre des États généraux, à préciser les 3 engagements majeurs de Nicolas Sarkozy en matière européenne. Voilà, je ne sais pas si ce sont des engagements, mais ce sont des convictions. Et donc j'ai écrit « L'Europe est la bonne réponse à la mondialisation ». L'Europe est un idéal, elle œuvre pour la paix, la démocratie, les droits de l'homme. Plus d'Europe, c'est aussi plus de France. L'Europe nous protège et l'Europe porte notre message. Merci Alain Juppé.